Je suis Cyril Bonjean, superviseur VFX, un des super VFX du règne animal. Là, on est au lycée Bartholdi, là où j'ai fait mes études pour une masterclass sur le César des VFX du règne animal. Et bien, commençons pour la présentation. C'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout. Donc, c'est un film de Thomas Caillet, le réalisateur. Donc, moi, je participais à Meilleurs effets visuels. En fait, il y a eu un premier scénario écrit par Thomas Caillet et sa co-scénariste. C'est une réécriture du scénario. En même temps, il y a eu le développement des premières études et des premières recherches concernant les créatures et des choses comme ça. J'ai eu un rôle d'accompagnement et qui fait que notre devis les aide à aller chercher des soutiens financiers en fait. Comme le film devait sortir à Cannes et que c'était énormément de travail, une des premières recommandations qu'on leur a fait, c'était aussi peut-être de splitter le boulot en 2 boîtes d'effets spéciaux sur la France. Donc de prendre un autre superviseur VFX qui les accompagnerait aussi au jour le jour en fait. Qu'on a un peu toute l'équipe SFX, l'équipe MFX et tous les chefs de département, on va dire, des cascades, des costumes, tout ça. Donc là, on fait des réunions plus spécifiques pour vraiment préparer le film, séquence par séquence, créature par créature et répartir le travail entre tout le monde. Donc là, c'est les premiers développements des personnages. Donc vous voyez, il y a plusieurs styles de dessin. En haut à droite, vous avez des développements pour Fix, le oiseau. En bas à droite, c'est Lana, la maman, et Grenouille, la petite fille. Donc ça, c'est des moodboards plus spécifiques par créature. Un moodboard, c'est le réalisateur qui va chercher des références artistiques et des images qu'il aime bien. Dans les autres éléments qu'on fait en préparation du film pour pouvoir parler des séquences, c'est ce qu'on appelle des storyboards. Ça aide un peu à caler tout le monde au niveau de la mise en scène, du chef opérateur qui va faire ses cadres, et nous pour les devis aussi, pour avoir une idée des plans et des durées de plans et de ce qu'il faut cadrer. Et en gros, dans nos réunions après, en fonction de la créature, des plans qu'il y a à faire, des mouvements de caméra et de comment la créature doit bouger, c'est ça qui fait qu'on va choisir de la faire soit en réel, en maquillage, soit en animatronics, donc c'est-à-dire une créature robotisée, soit en 3D, soit par exemple pour Fix, un mix d'un peu tout ça, quoi. Donc dans les autres choses qu'on fait pour aller plus loin que le storyboard, c'est ce qu'on appelle des prévisualisations. Ces prévisualisations, elles servent à caler l'équipe pour savoir ce qu'on va tourner. Il y a aussi le matériel technique dont vous allez avoir besoin en fait pour faire les plans. Donc quelle caméra, quelle grue, quel mouvement. Il n'y a qu'en le voyant que le droniste en gros pourra savoir ce qu'il a besoin de tourner comme plan vide en fait pour pouvoir mettre votre créature. Donc ensuite, une fois qu'on a ces prévisualisations, ces storyboards et qu'on a fini toutes nos réunions, il y a l'étape du tournage. Et donc en parallèle de ça, moi, mon équipe commence à fabriquer ce qu'on appelle les assets. Donc c'est les copies des créatures en numérique. Et ensuite, une fois que le tournage est terminé, en parallèle du montage, là on commence à truquer les plans et nous faire d'abord des maquettes des plans et après les plans définitifs quand on est sûr que le montage bouge plus, quoi. Donc là, il y avait un peu tous les cas de figure. Tu as des fois où Fix, donc l'homme oiseau, il est complètement en 3D pour des vols ou des sauts, des choses comme ça. Il y a des fois où c'est le vrai comédien, mais on lui change juste les bras ou une partie de l'abdomen. Après, on avait aussi des décors en charge. Donc là, vous voyez le décor ? On a replacé tout le décor. C'est ça le maillage que vous voyez en fait. C'est notre décor 3D. Le jour du tournage, moi, j'ai ma tablette ou mon téléphone et je scanne le décor en fait pour pouvoir faire une topologie de tout le décor. Donc là, vous voyez, on a replacé le décor, on a placé Émile dans le champ et on a placé Fix. Donc ça, c'est la base pour pouvoir après travailler. Quelle a été la scène la plus dure à réaliser au niveau des effets spéciaux ? Je pense que c'est peut-être l'ambulance. Parce qu'il se bat, il est en contact avec 2 personnes, enfin c'est un vrai bordel. Pour placer les ailes, les trucs qui claquent et tout, celle-là, elle était compliquée. Et après, en plan, un des plus compliqués, c'est quand il monte à l'arbre. La caméra, elle suit tout le long, et le comédien, il ne peut pas le faire. Il y a le cascadeur qui commence à monter, la caméra monte sur un premier arbre, on finit sur un autre arbre où il y a déjà Émile dans l'arbre, et donc il faut faire toute la transition. Et donc nous, on a dû refaire toute une partie de l'arbre et du décor en 3D, en faux, pour aller rejoindre les 2 décors. Vous mettez environ combien de temps pour faire un effet spécial ? Ça dépend de l'effet, mais alors par exemple sur le règne animal, pour la création des effets, tu vois, on a mis 8 mois. Mais après le temps, ça dépend du nombre de gens aussi. Tu vois, au maximum, on a été 184. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle pourrait remplacer votre métier ? Là, moi, je le suis beaucoup en ce moment. Effectivement, c'est assez bluffant. Ça ne va pas le remplacer, mais c'est des outils en plus. On s'en sert déjà en vrai. Mais on s'en sert pour des choses particulières. Tu vois. Par exemple, on a une image qui a un certain format, on veut qu'elle ait un format beaucoup plus grand. Ça nous aide. Quelle est la tâche la plus complexe lors de la réalisation des effets spéciaux ? Ma tâche, par exemple, elle est complexe quand tu es sur le tournage. D'être superviseur, en vrai, tu es seul. Tu vois, c'est comme un goal au foot. Un joueur, n'importe quel joueur, il fait une faute sur le terrain, c'est pas grave, tu as des défenseurs, tu as des milieux pour attraper. Le goal, il fait une faute, il y a but. C'est mort, quoi, tu vois. Et nous, c'est pareil. Tu es sur un tournage, les gens ont une question ou un problème. D'un seul coup, tu as toute l'équipe qui se retourne vers toi. Toi, tu es tout seul. Il faut que tu solutionnes le truc parce que c'est en train de bloquer tout le monde, tu vois.
Donc il faut que tu réfléchisses super vite et que tu t'adaptes super vite. Donc ça, c'est plus complexe dans le sens où ça peut mettre la pression d'être tout seul devant un truc. Donc moi, pour pallier à ça quand même, j'essaye d'à peu près prévoir tous les cas de figure déjà avant d'aller sur le tournage pour qu'au pire, si un truc comme ça sort, j'ai à peu près la réponse. Mais après, dans ce qu'on fait, les tâches complexes, chaque métier a ses difficultés différentes. Tu vois, traquer un plan, faire de l'animation, en fait, c'est des tâches qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles sont complexes, mais c'est le logiciel qui va t'emmener dans des recoins et c'est plus tu le maîtrises, plus tu sais faire des trucs complexes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Depuis tout jeune, moi, je faisais des films avec mes copains et des choses comme ça, quoi. Au lycée, dans les vœux, j'avais mis que je voulais être inventeur de jouets ou faire du cinéma. Mais en fait, on m'a dit que c'était pas vraiment des métiers. Donc du coup, c'est pour ça que je l'avais mis un peu de côté pendant des années. Et comme j'étais bon en sciences et en physique, donc j'ai fait un bac C, après un DUG A à Colmar, sciences et structures de la matière, une licence de maths à Strasbourg, mais je voulais déjà plus trop faire de maths en fait. Donc en même temps que la licence de maths, la deuxième fois, j'ai refait un diplôme universitaire d'audiovisuel appliqué, à l'ULP aussi, mais donc en cours du soir. Donc ça, je faisais les deux à ce moment-là. Après, je suis allé faire une année préparatoire à la licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Mais en fait, je voulais pas faire de licence en histoire de l'art et archéologie. Moi, je voulais avoir de la culture générale pour faire des écoles de cinéma. Après, là, j'avais fait des concours de grandes écoles que j'ai pas eu, donc je suis allé faire mon service militaire où je m'occupais du service d'audiovisuel. Donc là, j'ai fait de la réalisation, mais télé. Et donc, après le service militaire, du coup, j'ai repris mes études et je suis allé à l'université de Valenciennes. Là, pour le coup, pour faire une MST en ingénierie des systèmes, images et sons. Je savais où je voulais aller, mais je ne savais pas comment y aller. Est-ce que votre entourage pensait que la voie du cinéma elle était inaccessible pour vous? Ah bah ouais, c'était pas gagné. Ouais. C'est pas Cosette, hein. Mais mes 4 grands-parents, ils étaient paysans, tu vois, 2 en Auvergne, 2 en Alsace. Après, mon père et ma mère, à un moment, ils étaient profs. Donc, je n'étais pas du tout destiné à ça, ouais. Et même, j'étais allé passer un entretien à Paris pour aller faire mon service militaire d'abord dans un truc d'audiovisuel. J'étais tombé sur un mec qui m'a expliqué que je rentrerais jamais, tu vois, parce que j'avais pas fait d'école, de machin, tout ça. Il y avait quand même un côté famille du cinéma, tu vois. Enfin, comme dans tous les métiers. Si c'est de la famille, c'est plus facile de continuer le métier de ton père. Donc, c'était dur d'y rentrer. Mais en fait, le numérique, il a un peu tout fait basculer. C'est qu'avant, tu étais dans de la pellicule, des choses chères et tout, et d'un seul coup, c'est devenu accessible à tout le monde. Et surtout, il y a ceux qui maîtrisaient la technique d'avant ne maîtrisaient pas forcément celle d'après. Donc nous, on est arrivé pile au moment où en fait les VFX, ça n'existait pas trop en France. Donc quand on était dans une de mes premières boîtes qui était Dubois, tu vois les parcours des gens et d'où ils viennent, t'en as un, c'est parce qu'il était pizzaiolo, tu vois, il nous livrait des pizzas, donc il a fait « Ah, ça a l'air marrant, donc ouais, bah vas-y, apprends ». Tu vois, maintenant, il y a des vraies écoles qui apprennent les VFX et des choses comme ça, des écoles publiques, des écoles privées. Donc c'est beaucoup plus tracé comme chemin, mais à l'époque, il n'y en avait pas, donc tu t'auto-formais. Et comme sur l'IA, tout à l'heure tu parlais de l'IA, en vrai c'est facile de s'auto-former, après faut juste voir ce que vous en faites, quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer surtout de convaincre des lycéens que tout est possible en fait. S'ils croient en quelque chose, ils peuvent se donner les moyens d'essayer de le faire.